Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre présentation ce soir. Je m'appelle Walter Wittich et je suis thérapeute en basse vision à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Je suis ici ce soir avec ma collègue Nathalie Phillips, qui est professeure en neuropsychologie à l'Université Concordia. On va parler aujourd'hui de pourquoi nos sens sont-ils importants pour notre santé cognitive. Souvent, dans notre contexte clinique, on a des questions très appliquées en général sur qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre esprit en sain, qu'est-ce que je peux faire pour garder mon cerveau en bonne santé. Notre domaine de recherche et de pratique clinique, ça inclut la perspective de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'audition et de la vision et la santé sensorielle pour garder le cerveau en bonne santé. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de comment soyez actifs mentalement pour supporter votre santé cognitive, soyez actifs physiquement et aussi soyez actifs socialement et comment ça va jouer ensemble pour vous protéger. J'aimerais commencer aujourd'hui avec un petit commentaire qui était donné par une de nos participants. Elle a nous parlé de son expérience avec sa déficience auditive et qu'est-ce que ça fait dans sa vie. Quand on est malentendant, on a de la difficulté à entendre. Quand on a de la difficulté à l'entendre, on se fatigue. Quand on se fatigue, on se frustre. Quand on se frustre, on s'ennuie. Quand on s'ennuie, on abandonne. Je n'ai pas abandonné aujourd'hui. Et c'est vraiment pour moi un exemple extraordinaire de quelqu'un qui se bat avec cet effort qui est nécessaire pour continuer ses activités quotidiennes et comment ça va aussi affecter sa santé de sa cerveau. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Nathalie qui va parler un peu plus de cette interaction entre les sens et le cerveau. Merci, Walter. Vous avez raison de dire que nos sens et notre cerveau sont liés de manière importante. Nos sens nous relient. Ils nous relient les uns aux autres, ce qui nous permet de danser et de parler ensemble. Ils nous relient à notre monde, ce qui nous permet d'apprécier les promenades en forêt et de conduire une voiture en toute sécurité. Nos sens nous relient à nous-mêmes et nous aident à organiser nos actions et nos mouvements. Ainsi, nos sens racontent à notre cerveau à ce qui se passe dans le monde. Nos sens et notre cerveau travaillent ensemble pour que nous puissions vivre notre vie de façon optimale. Cependant, les difficultés d'audition et de vision font qu'il est plus difficile pour le cerveau de faire son travail efficacement. Nous avons promis que nous parlerons des changements cognitifs lorsque nous vieillirons. Un message important est que la majorité des personnes âgées conservent leur capacité intellectuelle même lorsqu'ils sont vieux. Nous pouvons prendre les exemples de Leonard Cohen et de Jeannette Bertrand, qui sont des personnes intellectuellement engagées et productives à un âge avancé. Mais il est vrai qu'il y a des changements dans la cognition lorsque nous vieillissons. Ces légers changements sont normaux. Les changements de notre cognition comprennent des pertes, mais aussi des gains. Dans le domaine des pertes, nous ralentissons lorsque nous vieillissons. Il faut un peu plus de temps pour résoudre de nouveaux problèmes et il se peut que nous ne nous souviens pas autant qu'avant. Ces montrent le graphique où les personnes âgées de droite ne se souviennent pas autant d'informations et ont des performances un peu plus lentes que les jeunes adultes de gauche. Mais aussi, il y a des gains, notamment
en termes de vocabulaire et de connaissances du monde. Nous en savons plus sur le monde quand nous vieillissons et nous pouvons voir dans le graphique là. Ces légers changements dans la cognition, c'est différent que ce que nous appelons les démences. La démence est un terme général. Il dessine une déficience dans deux ou plusieurs domaines cognitifs ou les domaines comportementaux ou notre personnalité. Il doit s'agir d'un déclin par le rapport au niveau de fonctionnement précédent et il faut que les symptômes interfèrent avec les activités fonctionnelles quotidiennes. La démence est due à différentes maladies dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer était la cause la plus fréquente. L'âge est le plus grand facteur de risque pour la démence, mais la démence n'est pas la même chose que le vieillissement. Quels sont donc les facteurs de risque de la démence? Récemment, une étude importante a indiqué que 40% de la cas de démence est probablement attribuable à une combinaison de 12 facteurs de risque modifiables. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que le risque de démence est relié à des choses sur lesquelles nous pouvons réellement agir. C'est des choses que nous pouvons changer. Voici quelques exemples. Par exemple, il est bon de faire plus d'exercice, d'avoir une vie sociale riche et engagée, une santé mentale positive, une bonne alimentation, d'arrêter de fumer et de réduire la consommation d'alcool. La santé auditive et visuelle est un acteur très important dans ces relations et nous savons qu'il existe une relation entre notre santé sensorielle et notre capacité à nous engager avec ces autres activités. Mais pourquoi y aurait-il une relation entre notre santé sensorielle et notre fonction cognitive? Considérons Pauline et Claudette, qui ont le même âge, le même sexe, le même niveau d'éducation et les mêmes problèmes de santé. Par contre, Claudette a une perte auditive modérée. Les recherches nous indiquent, y compris les nôtres, que Claudette aura plus mal à passer des tests de résolution de problèmes et de multitâches. En fait, elle se comportera comme si elle avait 5 ans plus que Pauline. Et elle aura également plus de mal à se souvenir des informations. Il y a un certain nombre de raisons possibles à cela et je vais vous présenter 4 raisons. Une des raisons, c'est peut-être qu'il existe une cause commune. Nous vieillissons tout simplement et cela entraîne des changements dans le domaine cognitif et dans le domaine sensoriel. Nous développons des maladies qui peuvent provoquer des changements comme l'hypertension ou le diabète ou bien nos cellules vieillissent tout simplement. De ce point de vue, les problèmes sensoriels ne provoquent pas des problèmes de cognition. Cependant, il se peut que les pertes sensorielles entraînent immédiatement des difficultés cognitives. En d'autres termes, si vous avez des difficultés à attendre ou à voir l'information, vous aurez plus de mal à vous souvenir ou à traiter ces informations. Les problèmes sensoriels provoquent donc les problèmes cognitifs en temps réel. Il se peut également qu'une perte sensorielle
à long terme entraîne des difficultés cognitives ultérieures. C'est la raison de la cascade sensorielle. Nous en avons la preuve. Nous savons que le cerveau tente de se réorganiser lorsqu'il y a des problèmes sensoriels. Ce type de compensation peut-être ne pas durer éternellement et peut provoquer les difficultés cognitives à long terme. Enfin, nous savons que les déficiences sensorielles posent des problèmes de la participation sociale et peuvent accroître l'isolement social. Il est donc possible que ce soit ces difficultés sociales dues à la perte sensorielle qui provoquent le déclin cognitif. Le travail est en cours et nous n'avons pas des réponses complètes à ces questions pour le moment. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que la science nous donne la réponse, car il n'y a rien à perdre à maximiser nos auditions et nos visions. Alors, revenons maintenant à Walter. Bon, merci Nathalie. Maintenant, j'aimerais retourner à mes idées initiales de comment rester actif et comment protéger votre cerveau. La première partie, c'était être actif mentalement. Dans le contexte d'améliorer la vue et garder une vue en bonne santé, l'implication de cette santé sensorielle va faciliter beaucoup des activités qui incluent aussi la stimulation corticale. Par exemple, faire des mots croisés. Moi, personnellement, j'adore faire des sudoku, par exemple, ou s'engager dans la lecture de vos livres préférés. Tout ça va stimuler le cerveau. Sur le côté de la meilleure audition, l'audition en bonne santé, le meilleur exemple, c'est des présentations comme ce soir où vous assistez à une conférence et c'est beaucoup plus facile à écouter facilement quel est le contenu, vous ne perdrez pas beaucoup d'énergie de se concentrer et de gérer une déficience auditive, par exemple. Pour être actif physiquement, une meilleure vue va s'assurer que vous pouvez marcher, par exemple, en sécurité. Sur la rue, souvent, je trouve ça fascinant, vous avez besoin d'être capable de différer entre un ombre sur la rue ou un trou dans le trottoir. De la meilleure vue va vous protéger dans le contexte de se déplacer. Aussi, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a des corrélations très fortes entre l'audition et le meilleur équilibre. Anatomiquement, les deux sont liés un peu parce que le sens d'équilibre aussi placé à l'intérieur de votre oreille. Pour être actif socialement, la meilleure vue va assurer que vous êtes capable de reconnaître les visages et aussi de reconnaître les émotions dans les visages des gens que vous communiquez avec. C'est une partie de la communication et de l'interaction sociale très important et très intensif aussi. Même chose avec la meilleure audition, ça va s'assurer que vous êtes à l'aise de rencontrer et de comprendre la conversation et la communication avec vos proches et vos amis. Bon, voilà quoi faire. Ma suggestion toujours, c'est de garder vos yeux, vos oreilles en bonne santé, visiter un professionnel comme un optométriste, un audiologiste, un an, chaque 2 ans peut-être, pour avoir quelqu'un professionnel de s'occuper de votre santé sensorielle et aussi de suivre leurs conseils. Votre cerveau vous remerciera, je suis sûr. Et merci pour votre attention ce soir. Nathalie et moi, on reste disponibles pour des commentaires et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.